L'essentiel de la machine, en fait, c'est de pouvoir donc se déplacer sur un rail selon la configuration du plateau ou de l'événement à capter. C'est de pouvoir se déplacer donc sur plusieurs axes. À mon pied droit, j'ai 2 pédales qui me permettent d'aller à droite et à gauche. À mon pied gauche, j'ai 2 pédales également qui me permettent de monter et de descendre. Même si c'est pas foncièrement difficile pour quelqu'un qui a l'habitude de cadrer, et il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte quand on cadre avec un junior. Là, ouais, elle apporte une certaine ambiance, une certaine fluidité, pareil, d'aller chercher l'invité sous un certain angle, certain axe. Salut et bienvenue comme tous les 15 jours dans l'ombre des médias, la seule chaîne YouTube qui vous plonge dans les coulisses de la télévision. Après avoir parlé de production dans notre dernier épisode, on va s'intéresser aujourd'hui au cadre avec Ludovic qui est opérateur junior. Juste avant de le retrouver, je vous rappelle que toutes les interviews disponibles sur cette chaîne YouTube le sont également en format podcast, et ce sur les principales plateformes d'écoute et notamment Spotify. Alors n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour profiter d'un contenu gratuit et régulier. Nous partons cette fois-ci en direction des studios 107 sur le plateau des 12 coups de midi à la rencontre de Ludovic. Bienvenue à vous dans l'ombre des médias. Interview. Immersion. Reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias. Donc bonjour Ludovic et merci de nous accueillir aujourd'hui sur le plateau des 12 coups de midi pour nous parler de ton métier d'opérateur junior. Bonjour Laurent. Alors comme le veut la tradition sur cette chaîne, nous allons commencer cette interview en parlant de ton parcours, et le tien démarre tout en bas de l'échelle puisque tu as commencé en étant coursier. Oui, tout à fait. Ouais, je démarre vraiment tout en bas, puisque je démarre coursier dans une entreprise d'audiovisuel qui s'appelait EAG Vidéo, EAG Images à Courbevoie en 1988. Et ça pendant une petite année. Et puis très vite, je m'intéresse évidemment au métier et je deviens assistant vidéo où je m'occupe du matériel. Et une évolution année après année. Et là, je vais préciser que je suis permanent dans l'entreprise et au bout de 3 ans, je décide de devenir intermittent. Et du coup, en passant par coursier puis assistant vidéo, est-ce que tu avais déjà en tête de devenir cadreur un jour ? Est-ce que c'était ton objectif final ? C'était pas un objectif final. Au début, je découvrais. J'étais un jeune chien fou, donc je découvrais un petit peu tous les aspects et tout le côté ludique des métiers différents, son, image, lumière. Et puis après, je me suis décidé au fur et à mesure en me disant ouais, c'est l'image, ça m'intéresse quoi. Et sur quel genre de programme as-tu commencé et qu'est-ce qui t'intéressait en termes d'image à cette époque ? Alors, j'ai démarré sur le sport parce qu'en fait, je travaillais énormément sur donc, le championnat de France, championnat d'Europe. Et donc, j'ai eu l'opportunité en fait, de devenir caméra portable avec Jean-Paul Jaude à l'époque. Et donc, j'ai commencé sur les matchs de foot avec une certaine pression pour ceux qui connaissent Jean-Paul et une certaine exigence du foot canal qui a monté le niveau à l'époque dans le domaine de la captation sportive. Et si on continue de dérouler ton parcours professionnel, après la caméra portable, quel a été ton chemin pour en arriver aujourd'hui à être opérateur junior ? Donc après la portable, j'ai continué de toute façon à faire de la portable en fonction des émissions, des programmes qu'on me proposait. Et j'ai décidé également aussi de faire pas mal de caméras lourdes, dont un célèbre programme qui a plus de 20 ans maintenant qui s'appelle la Star Academy. Et donc où j'ai officié à l'époque avec Jean-Jacques M. Salem et d'autres. Et j'ai décidé de me perfectionner en lourde et en portable en parallèle. Et puis j'ai eu l'opportunité, grâce à un célèbre réalisateur qui s'appelle Didier Fraisse, de passer à ce type de caméra. On appelle ça un junior. Il faut savoir que junior, c'est une appellation d'un prestataire de service et qu'il en existe d'autres. Le nom, c'est généralisé, mais j'ai décidé donc de me lancer avec l'appui de Didier et sur les Jeux Olympiques en 2008, les Jeux de Pékin, où on faisait le plateau de Stade 2. Et ça m'a permis de faire mes armes et de voir aussi si j'en étais capable, tout simplement, parce que même si c'est pas foncièrement difficile pour quelqu'un qui a l'habitude de cadrer, et il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte quand on cadre avec un junior. Donc
Voilà. Et pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ne savent pas ce qu'est une caméra junior, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'ajoute cette caméra, ce genre de caméra sur un programme ? Tout à fait. Alors un junior, ça peut être soit pour faire du beau, du très beau, donc des plans larges qu'on peut voir sur des émissions de télé, sur des concerts, des captations diverses, ou aussi pour aller rattraper un axe qu'on ne peut pas attraper ou avoir avec une caméra qui est fixe. Quand un animateur se déplace, quand il y a un regard d'une personne vers une autre où on n'a pas forcément de caméra, le rôle de l'opérateur junior, c'est d'aller proposer ce plan, de le mettre en avant, ou alors de se laisser diriger par le réalisateur qui, lui, peut avoir découpé avant le programme et pas nous imposer, parce que le terme paraît négatif, mais nous demander d'aller effectuer certains cadres. Et donc pour que les téléspectateurs comprennent bien, en fait cette caméra se trouve sur un rail. Tout à fait. Alors là, oui, c'est vrai que c'est quand même l'essentiel de la machine, en fait, c'est de pouvoir donc se déplacer sur un rail selon la configuration du plateau ou de l'événement à capter. C'est de pouvoir se déplacer donc sur plusieurs axes, à droite, à gauche, en haut, en bas, et la synchronisation de tous ces mouvements définit une image et définit le cadre qu'on est en train d'effectuer. En fait, on peut se rapprocher des mêmes effets qu'une grue et obtenir un petit peu le même résultat. On peut avec un junior, c'est vrai que si on est sur un plateau où on est bas de plafond, on peut avec une optique grand angle travailler en très haute colonne et faire, entre guillemets, passer le plan du junior pour un plan grue, tout en se déplaçant plus qu'une grue, mais en n'atteignant pas les mêmes axes non plus, quoi. Mais c'est vrai, on peut faire passer le plan d'un junior pour le plan d'une grue. Et ces caméras sont également utilisées sur certains journaux télévisés, c'est notamment le cas sur ceux de TF1. En revanche, leur utilisation est un petit peu différente, puisqu'on ne s'en sert pas forcément pour faire du travelling. Oui, à ma connaissance, oui, ce sont plus ce qu'on appelle du rappel de mémoire. C'est-à-dire des mouvements qu'on a préenregistrés avec un opérateur, qu'on a validé, et l'opérateur, en fonction du moment, soit qui est à la demande, soit à un moment précis dans le journal ou dans une émission, peut demander à la machine d'effectuer ce mouvement seul. Mais c'est l'opérateur qui l'aura enregistré en amont. Et si on ne voit pas ces caméras à l'antenne sur le JT de TF1 par exemple, les juniors font parfois partie du décor, comme sur l'émission Ça commence aujourd'hui, ou encore sur les 12 coups de midi d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui. Il y a plein d'émissions où en fait, comme on ne voit pas d'humain, ça ne vient pas trop gêner ou perturber le programme et ça simplifie aussi les choses de pouvoir accepter d'avoir dans son image un junior qui vit, qui lui va pouvoir proposer d'autres plans en ne perturbant pas le programme en soi et permettre d'autres prises de vue. D'ailleurs, sur l'émission En aparté diffusée sur Canal+, sur laquelle tu travailles également, je trouve que le junior ajoute vraiment une plus-value au programme. Bah là, ouais, elle apporte une certaine ambiance, une certaine fluidité. Pareil, d'aller chercher l'invité où il a décidé de se poser, d'aller chercher l'invité sous un certain angle, certain axe, et puis une certaine prise de vue en fonction des demandes du réalisateur, qui peut lui aussi imposer évidemment sa patte, comme le fait François Goetgeber, avec des cadres qui peuvent être même au départ déstabilisants et qui après avec le recul sont tout à fait... c'est beau, quoi. Et maintenant, on va s'intéresser donc au matériel que tu utilises sur les 12 coups de midi et on va commencer par la caméra. Est-ce que tu peux nous en faire une petite présentation ? Là, en fait, c'est une caméra qu'on appelle une P1, Sony, et j'ai une optique 24 par 7.5 qui permet une grande ouverture, c'est-à-dire pouvoir proposer également du large, mais aussi qui peut serrer 24 fois, qui peut aller chercher du close-up ou du détail, en fonction, encore une fois, de la situation ou de la demande. Et voilà, puis après on a une colonne télescopique qui, elle, peut monter à un axe d'1,80 m, ce qui fait à peu près un axe de... traditionnel par rapport à une prise de vue, quoi. Et elle peut descendre du coup jusqu'à quelle hauteur ? Et là, ouais, on peut descendre, on est à environ 1 m, 1,10 m d'axe. Mais il existe plusieurs types de colonnes. On peut travailler avec des colonnes, ce qu'on appelle des colonnes zéro, où en fait la caméra sera quasiment posée sur le chariot, donc ce qui nous fera un axe optique dans les 30 cm. Donc il y a vraiment plusieurs possibilités. Même les rails peuvent être mis sur des cubes, comme on fait en captation de concert ou autre. On a beaucoup de possibilités sur cette machine. Et là, en amplitude d'un bout à l'autre du plateau, tu peux couvrir quel genre de plan par exemple ? Là, je peux couvrir
pour le jeu, en l'occurrence, on peut couvrir tous les pupitres, en faisant évidemment attention de ne pas rentrer dans le champ de mes copains, parce que c'est quand même l'exercice aussi, au moins sur les 12 coups, c'est de ne pas être non plus à vue tout le temps et de venir parasiter ou perturber un plan à vue. Après, ça nous permet de venir récupérer l'axe où il y a une connexion qui se fait, où ça interagit entre Jean-Luc et un candidat, ou d'aller chercher, me retourner, puisque cette machine peut se retourner évidemment dans tous les axes, et aller chercher des réactions en public ou des réactions de famille aussi. Alors maintenant qu'on a découvert la caméra, on va passer à ton poste de pilotage qui se trouve donc sur le plateau, à quelques mètres de la caméra justement. Ouais, là, je suis à quelques mètres du plateau. Je suis à l'aveugle, donc j'ai pas une vision sur la machine en elle-même pendant l'enregistrement. Vous verrez sur les images, mais en gros, à mon pied droit, j'ai 2 pédales qui me permettent d'aller à droite et à gauche. À mon pied gauche, j'ai 2 pédales également qui me permettent de monter et de descendre. Et j'ai le poste de commande qui, lui, correspond à une caméra traditionnelle, avec un codeur qui renvoie les informations de mon poste là-bas à la machine en temps réel. Et comment arrives-tu à te repérer dans l'espace et sur le plateau, sachant que tu n'es pas derrière la caméra, mais comme tu le disais, à quelques mètres d'elle ? Là, on va dire que c'est mon expérience de portable qui fait qu'on a pris l'habitude de se diriger dans l'espace et de savoir à peu près où on est, de se projeter, mais également dans mon cadre, j'ai des repères visuels qui vont être un fond de gros plan de Jean-Luc, qui vont être un fond de gros plan ou Jean-Luc ou un autre animateur, mais ou d'une autre personne, mais qui vont me permettre de savoir où je me place. J'ai des éléments de décor aussi qui vont me dire attention là. Tu vas rentrer dans un champ soit de candidat, soit d'une caméra. Donc j'ai plein de petites astuces visuelles qui sont dans ma tête, qui sont inscrites et qui me permettent de me projeter comme ça. Et sur certains plateaux, est-ce qu'il t'arrive de voir la caméra et d'y jeter un petit coup d'œil ? Dans des conditions particulières, oui, on préfère aussi quand on roule très vite aussi, parce que là on a un exercice qu'on fait un petit peu d'une manière smoothie, d'un peu coulé, mais on peut avoir justement des tournages où on en voit beaucoup en vitesse de track. Ce qu'on appelle en vitesse de track, c'est la vitesse de déplacement de la machine. Et là où on préfère être à vue quand même pour connaître un petit peu les limites, même si en toute sécurité, on a des principes qui font que la machine s'arrête si vraiment on peut faire mal à quelqu'un ou taper quelque chose, quoi. Et combien as-tu mis de temps à te sentir vraiment à l'aise sur ce genre de machine à tes débuts ? Honnêtement, assez rapidement, même si l'exercice que je faisais ou que je proposais au début était certainement, j'ai pas le recul, mais était certainement plus facile que ce que je me permets de faire maintenant, avec un petit peu de métier. Mais c'est vrai qu'il y a des opérateurs qui n'y arrivent pas, mais pas parce que ce ne sont pas des bons cadreurs, mais le fait de pouvoir synchroniser tous ces mouvements, se projeter dans l'espace, rouler, proposer un cadre et la mise au point, ça donne un certain exercice et c'est vrai qu'il faut quelques heures de vol, comme on dit, pour proposer quelque chose de compétent. Et puis tu as aussi participé aux Jeux Olympiques de Londres sur le plateau de Stade 2, c'était en 2012. Ouais, ça c'était mes premiers. En 2012, c'était pas mes premiers exercices puisque j'avais 4 ans de maison, mais c'était un petit peu la reproduction de mes tout débuts. Donc toi, tu étais à Londres et Didier à Paris. Ouais, j'étais à Londres et Didier Fraisse, qui était le réalisateur et qui avait mis en place tout ça, lui commutait de Paris. On avait un léger décalage à l'époque qui faisait que quand il nous donnait un ordre, on pouvait avoir un temps de réponse un peu plus lent. Donc il a fallu adapter aussi nos cadres en fonction de ce léger décalage qui n'a plus lieu d'être maintenant, puisque l'évolution technique a fait que ce petit souci est complètement réglé, quoi. Et plus que 2 petites questions. La première pour les étudiants qui souhaiteraient devenir opérateur junior. Aurais-tu un conseil à leur donner ? Et quelles sont les compétences ou les qualités requises pour assurer à ce poste ? Déjà, devenir cadreur d'une manière plus traditionnelle, c'est quand même la base du métier, même si après, ça devient un petit peu secondaire, parce que je vais vous dire une petite chose, c'est que même si on cadre évidemment avec nos yeux, ce qui aussi permet de fournir un bon travail, c'est d'écouter énormément, c'est d'écouter d'écouter le réalisateur ou la réalisatrice, coucou mesdames, et d'écouter évidemment le programme. C'est ce qui va nous permettre d'anticiper, de proposer des fois en amont un plan
parce que la personne ou l'animateur, l'animatrice va parler de quelque chose et on va pouvoir l'illustrer ou proposer le plan tout de suite derrière le plan serré que le réalisateur prend. Il va pouvoir nous passer parce qu'on aura compris ou on aura entendu qu'il faut proposer ce qui est en train d'être dit, quoi. Donc écoute et anticipation. Écoute, anticipation, rigueur, beaucoup de rigueur, parce que même si on fait un métier qui peut paraître un petit peu... qui est inconnu d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est avec vous aujourd'hui, mais il y a beaucoup de rigueur technique et de concentration, pour les yeux, les oreilles et le vivre ensemble, quoi. Et puis on va terminer cette interview par ton plus beau souvenir. Alors si tu devais en retenir qu'un seul en tant qu'opérateur junior, lequel choisirais-tu ? Il y a plein de moments de vie qui m'ont marqué. Après, si on parle en tant qu'opérateur junior, j'ai fait un petit exercice il y a, je crois, 2 ou 3 ans. Il y avait Sam Mendes, le réalisateur de films qui venait de sortir en 1917 et qui était à Paris pour sa venue. Et en fait, j'ai eu un exercice à faire. C'était pour le magazine Le Point qui a décidé de sortir l'interview de Sam Mendes en plan séquence. Donc je suis arrivé sur le plateau avec la prod le plateau, on était dans un hôtel parisien et il y avait la prod américaine qui était là et Sam Mendes est descendu et je pensais qu'il y avait une autre cam que la mienne pour faire cette interview et non, j'étais réellement tout seul en plan séquence. Donc j'ai dû me débrouiller pour inclure et les questions du journaliste et mes mouvements et les réponses de Sam Mendes. Tout ça en temps réel pendant 18 minutes et ça m'a fait transpirer, mais ça m'a surtout fait énormément plaisir de réussir à faire cet exercice, je pense, réussi. J'allais justement te demander si tu avais eu quelques gouttes de sueur, mais on a la réponse du coup. Ah, énormément. Mais après, c'est le principe aussi de nos métiers, c'est quand on travaille en direct ou quand on essaye aussi de prendre des risques en opérateur à proposer des plans, on se met un petit peu en danger, mais s'il n'y a pas ce petit danger, après, on tombe dans la routine et bon, même si la routine, ça fait partie aussi de nos vies sur des programmes récurrents, on aime bien aussi se mettre un petit peu en danger et prendre des risques. Exercice que je fais ici d'ailleurs avec grand plaisir parce que malgré les années, parce que bon, on va dire que je suis été un peu construit avec le décor et Jean-Luc, le plaisir c'est de pouvoir se renouveler, de proposer des plans, même si c'est une émission quotidienne. Et avec une certaine liberté quand les réalisateurs ou réalisatrices, je le répète, nous laissent ce plaisir aussi. C'est la confiance en fait. Eh bien en tout cas, merci beaucoup Ludovic pour le temps que tu m'as accordé et pour toutes ces réponses une nouvelle fois passionnantes. Merci à toi et puis plein de bonnes choses, bonne chance et puis longue vie. Merci beaucoup. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle interview, la toute dernière de cette saison. À très vite dans l'ombre des médias.